Mesdames, Messieurs, chers confrères, bienvenue à cette session du CCAFE Online consacrée aujourd'hui au cancer du testicule. Je vous rappelle que CCAFE Online est un programme pédagogique lancé à l'initiative de l'Association française d'urologie et qui bénéficie du soutien institutionnel des laboratoires Janssen. Les experts du sous-groupe organes génitaux externes qui sont réunis aujourd'hui autour de la table vous proposent une analyse commentée de 4 sujets, un focus sur 4 topics qui représentent des étapes successives de l'histoire naturelle des tumeurs germinales du testicule. Alors la lecture que vous pourrez faire de nos commentaires, de nos analyses, finalement ne doit pas se départir de 3 éléments fondamentaux qui font toute la singularité du cancer du testicule. D'abord, c'est la faible incidence. Je vous rappelle qu'on dénombre environ 2300 cas de cancer du testicule par an en France. Et cette faible incidence a comme corollaire la rareté des événements cliniques et oncologiques que vous serez amenés à prendre en charge. Le deuxième point fondamental dans la prise en charge de ces cancers est l'âge des patients. Ils ont moins de 30 ans pour l'extrême majorité d'entre eux, ce qui finalement contractualise la stratégie thérapeutique que vous allez réaliser sur le très long terme, tant en termes d'efficacité qu'en termes d'effets secondaires et de suivi. Enfin, c'est une maladie qui est extrêmement curable. 85% de survie spécifique à 5 ans, tous stades confondus. On monte même jusqu'à 99% si on se limite au stade 1, au stade localisé. Et cette extrême curabilité, finalement, impose une grande rigueur dans la prise en charge des patients qui ne peuvent être perdus de vue. Alors, permettez-moi de vous présenter le panel d'experts qui est réuni autour de cette table aujourd'hui pour l'occasion. Je commencerai par le docteur Aude Fléchon, qui est oncologue médical au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon. Le docteur Thibaut Murez, qui est urologue au CHU de Montpellier, et le professeur Pierre-Henri Savoie, qui est urologue à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon, dans le sud. Avec qui je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet à propos du premier topic qui va concerner les microlithiases testiculaires. En effet, j'ai été confronté récemment à un jeune patient que vous pourriez rencontrer en consultation et il pourrait vous poser problème. Il s'agissait d'un homme de 28 ans qui venait consulter dans le cadre d'un bilan d'infertilité. Il était pour cela muni d'une échographie qui retrouvait 2 lésions hypoéchogènes de 9 et 4 mm, mais surtout des microcalcifications bilatérales qui sont le sujet que nous traitons en ce moment. Alors dans les suites, un bilan plus complet a été réalisé, il était relativement rassurant avec des marqueurs normaux notamment. Une orchidectomie a donc été réalisée du fait des 2 nodules. Ceci était en faveur d'un séminome pur, bifocal. Le patient, à la suite de cette chirurgie, a été classé PT1 et donc de stade 1. Le choix de la surveillance a été organisé et a été décidé lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire. Vous avez ici la photographie de son échographie initiale avec les microcalcifications. Inévitablement, des questions sont venues à l'esprit du patient. Il me les a présentées et nous allons donc y répondre. Est-ce que ces calcifications sont dangereuses? Quel risque tumoral présentent-elles? Effectivement, merci Pierre-Henri. Moi, je trouve ce cas clinique très inquiétant. 2 tumeurs testiculaires, des microlithiases associées. Je trouve que le climat de présomption qui pèse sur ces microlithiases est important. Ce cas clinique est assez représentatif de ce qu'on peut voir passer. Donc, moi, je trouve que chacun des testicules de ce patient pose une question. D'abord, y a-t-il un lien de causalité direct entre ces tumeurs germinales, voire les néoplasies germinales tubulaires, et ces microlithiases? Et puis, l'autre question, au-delà de ça, est-ce que finalement il y a une surveillance particulière à apporter lorsqu'on rencontre ces microlithiases en dehors de tout contexte carcinologique? Est-ce que vous pouvez, Thibaut, nous éclairer sur ce point? Effectivement, ces microlithiases, y compris avec la littérature actuelle, il se pose encore énormément de questions. En partant du point de départ, tout ce que l'on sait, c'est que ce sont des concrétions d'hydroxyapatite que l'on va retrouver au sein des tubes séminifères lorsque l'on fait une analyse histologique avec une fibrose d'accompagnement autour de ces tubes. Cliniquement, il n'y a aucune traduction de ces concrétions d'hydroxyapatite et cela fait que le diagnostic est toujours fortuit avec la radiation et une échographie pour une raison ou pour une autre. Donc l'imagerie va être la clé du diagnostic de ces microlithiases, mais ce n'est pas n'importe quelle imagerie étant donné qu'elles ne sont pas visibles sur une IRM par exemple. En échographie, le diagnostic ce sera un foyer qui sera hyperéchogène, moins de 3 mm et sans cône d'ombre postérieure. À partir du moment où on a repéré ce type de foyer, on va se poser la question de la classification. Encore une fois, la classification est purement radiologique et au cours du temps, on a eu différentes définitions qui se sont faites avec des stadifications, plusieurs grades. Grade 1, 2, 3, c'était la classification initiale et historique et l'ESUR, l'an dernier en 2015, a publié des recommandations avec un changement de type de classification. La différence entre les deux est uniquement la façon dont les microlithiases sont comptées.
Dans la classification historique, on les comptait par testicule en entier, ce qui posait le problème de devoir additionner plusieurs images. Actuellement, il est plutôt recommandé de les identifier sur un seul champ d'échographie avec un seuil A5 qui va permettre de faire des définitions de microlithiase limitée, classique ou diffuse. Partant de là, une fois qu'on a défini la microlithiase, on peut se poser la question de leur prévalence dans la population. Et dans la littérature, on a des chiffres qui sont très différents, qui vont de 0,8 à 20%. Pourquoi très différents? Pour plusieurs raisons. La tendance avec les machines d'échographie actuelles et les dernières séries qui se font sur des populations tout venant non symptomatiques va être une prévalence de l'ordre de 2 à 3%, maximum 6%. En pratique, on a identifié certaines situations cliniques ou pathologiques où l'on pourra avoir des prévalences qui vont être supérieures. Et ce qui va faire énormément varier tout cela, c'est d'une part la qualité de l'exhaustivité du compte-rendu du radiologue, le temps qu'il va passer à les compter, la qualité de son matériel. Il faut une sonde d'échographie qui fasse au moins 12 MHz, on des sondes de haute fréquence. Et puis finalement aussi la population à laquelle on s'adresse, ça que l'on va détailler par la suite. Dans cette population, si on regarde les séries qui ont été publiées, ce qui ressemble le plus à la population générale, ce sont des séries de populations militaires avec des volontaires sains qui vont avoir des échographies systématiques et qui, de fait, n'auront pas particulièrement de pathologie qui peut prédisposer aux microlithiases. Tout le reste de la littérature va être parasité par des syndromes, des symptômes qui vont pouvoir être associés à des microlithiases indépendamment de toute pathologie tumorale ou au contraire associer également ces symptômes avec des pathologies tumorales et donc fausser la prévalence que l'on voudra estimer. Dans la littérature, on retrouve notamment des problèmes d'infertilité et après des maladies syndromiques qui, elles, sont assez rares, le Klinefelter, la trisomie ou le McCune-Albright qui, dans sa définition, peut être associé à des tumeurs de l'ovaire, mais beaucoup plus rarement à des tumeurs testiculaires. Si on regarde de plus près ces séries, on va avoir certaines séries qui représentent des populations très importantes avec des microlithiases, mais dans lesquelles la prévalence, ou plutôt l'incidence des cancers va être assez faible. Sur le premier tableau, les deux premières lignes correspondent à des séries de patients militaires, ou plutôt des volontaires sains militaires, des séries très importantes, environ 2000 voire plus de 2000 patients, mais un taux de cancer très faible dans cette population de microlithiase, ce qui fait que l'analyse de la relation entre la microlithiase et le cancer est difficile. Troisième série que j'ai placée sur ce tableau, c'est une série aussi avec un effectif important de microlithiase, mais là on est dans une situation très différente, avec une population qui est symptomatique et qui va être référée vers un centre spécialisé dans les cancers de testicules pour analyser les images échographiques. De fait, on a beaucoup plus de cancers et des microlithiases qui sont très fréquemment présentes lorsqu'il y a un cancer. Par contre, lorsqu'il y a des microlithiases, on n'a que 6% de patients qui présentent des cancers. Si on se met plus en amont dans l'histoire de la maladie, on peut se poser la question de la néoplasie germinale intratubulaire en termes de lésions prédisposant ou précurseurs du cancer de testicule. Et là, dans les séries qu'on a à notre disposition, ce sont des séries de patients symptomatiques et les microlithiases sont beaucoup plus fréquentes chez les patients présentant cette néoplasie germinale intratubulaire que chez ceux ne la présentant pas. Si on se projette dans le suivi, la littérature est assez pauvre. On a des études qui ont un niveau de preuve assez faible, des patients très souvent symptomatiques, des populations faibles en nombre, des durées de suivi médian qui sont limitées, maximum 5 ans. Et dans cette population, la tumeur germinale étant déjà rare, on observe très peu d'événements. En plus, on a rarement une population contrôle qui permettrait de comparer la survenue de la tumeur germinale chez les patients avec des microlithiases par rapport à ceux équivalents qui n'ont pas de microlithiase. Et je pense notamment aux facteurs de risque habituels des tumeurs germinales. Alors Thibaut, si je comprends bien, il n'est pas l'heure de faire entrer les microlithiases testiculaires dans les facteurs de risque des tumeurs germinales. J'y viens. On a les facteurs classiques de tumeurs germinales dans lesquels elles sont évoquées. Il y a ce syndrome de dysgénésie testiculaire qui est assez controversé dans sa définition et sa composition, avec des éléments qui sont inconstants, mais qui comprennent entre autres, ou peuvent entre autres comprendre, l'infertilité, les tumeurs germinales, les cryptorchidis, les hypospadias. On pourrait y intégrer les microlithiases, mais c'est controversé. À côté de ça, on a les facteurs classiques qui sont bien connus et bien documentés. Les antécédents, qu'ils soient personnels, c'est le cas ici, ou familiales de tumeurs germinales, avec un risque relatif qui va pouvoir aller jusqu'à 68 lorsqu'on a une concordance génétique qui est importante. En plus, les facteurs classiques comprennent la cryptorchidie, tout ce qui est antécédent de orchidopétie qui sous-entend une cryptorchidie ou un testicule ectopique, et l'atrophie qui est définie dans la littérature comme un volume inférieur à 12 ml. Une fois qu'on a posé ce constat-là, on peut se poser la question de notre patient qui a ses microlithiases, qui a déjà une tumeur germinale. Est-ce que l'on doit aller chercher ce qui se passe dans le testicule restant? Est-ce qu'il faut savoir? Donc, la pertinence de la biopsie, elle a été analysée dans la littérature uniquement chez des patients qui avaient déjà eu une tumeur germinale. Et dans cette population, on a remarqué que la néoplasie germinale intratubulaire était beaucoup plus fréquente s'il y avait des microlithiases que s'il n'y en avait pas.
Par contre, tous les auteurs s'accordent à mettre en exergue les limites de ces biopsies, que ce soit les problèmes des faux négatifs, on ne va être représentatif que du tissu qu'on a retiré, donc on a 0,5 à 10% de faux négatifs, et des complications qui vont être jusqu'à 3% avec le cortège d'abcès, d'infections plus simples, d'hématomes, voire de perte de testicules. Donc tout ça doit être mis en balance dans une population comme notre patient qui est en quête de fertilité et qui a envie de garder sa fonction testiculaire, qu'elle soit exocrine ou endocrine. Est-ce que les sociétés savantes se sont prononcées sur les recommandations dont on se rend compte qu'elles ne sont pas absolument univoques? Pas du tout. Du moins, pas les sociétés savantes pour la cancérologie et pas pour les microlithiases chez les sociétés savantes qui s'occupent de la cancérologie. Ce qui fait qu'on est amené au terme de la discussion à discuter des biopsies chez des patients que l'on va considérer à fort risque, présence de microlithiase diffuse, sujet jeune et avec un ou plusieurs facteurs de risque de tumeurs germinales pour essayer de réduire la population chez qui on pourra impacter la fonction exocrine ou la fonction endocrine. La radiothérapie, par exemple, qui serait le traitement de la néoplasie germinale intratubulaire si on l'a retrouvée, va s'accompagner de 50% de supplémentation en testostérone par la suite. Donc dans les sociétés savantes, les sociétés classiques avec les recommandations de cancérologie ne se sont pas prononcées. On a les recommandations de prévention par la Task Force aux États-Unis qui ont des recommandations générales aux tumeurs germinales et pas du tout spécifiques aux microlithiases. Et ne serait-ce que pour les tumeurs germinales, n'ont recommandé aucun dépistage du fait de la rareté de la tumeur et de la faiblesse des niveaux de preuve de la littérature. Dans les recommandations de l'EAU, on ne parle de microlithiase qu'au niveau de l'infertilité masculine. Et dans ces recommandations, on évoque la possibilité de faire des échographies de dépistage des tumeurs germinales seulement chez des patients qui ont des facteurs de risque de tumeurs germinales. Finalement, la seule société savante qui s'est vraiment mouillée pour établir des recommandations, c'est la Société savante de radiologie européenne, qui est certainement la plus confrontée à ces microlithiases et qui a édité l'an dernier une publication avec de nombreuses recommandations, en fonction de la classification qu'ils ont établie et en fonction de la situation clinique dans laquelle on se situe. Dans notre cas clinique, on était chez un patient qui avait déjà eu une tumeur germinale opérée et qui avait des microlithiases qui étaient classiques, voire diffuses, suivant comment on va les compter. Et donc, dans ce cas de figure-là, on peut proposer une surveillance ou plutôt un dépistage du testicule contralatéral plutôt qu'une biopsie avec une échographie. Très bien, merci Thibaut. J'ai bien compris qu'il n'y a pas de lien de causalité directe entre les microlithiases et les tumeurs germinales, puisque finalement les microlithiases ont une prévalence assez importante dans la population générale, jusqu'à 6% des hommes ont des microlithiases. J'ai bien compris aussi que malgré tout, on les rencontre dans des circonstances cliniques très particulières. Je pense à la dysgénie gonadique, je pense à l'infertilité, qui, elles, sont des facteurs de risque authentique de tumeurs germinales. J'ai noté également qu'il y a microlithiase et microlithiase. Il s'agit bien des grades 3 qui posent question, et les quelques microlithiases que l'on peut trouver de manière incidente dans les testicules ne posent même pas de question. Et enfin, que l'attitude à adopter, elle est en cas de concordance à la fois de ces circonstances cliniques dont je viens de parler et d'un vrai grade 3, à ce moment-là, avoir une vigilance accrue, qui n'est pas encore bien bordée par les sociétés savantes, mais probablement qui passe par une échographie annuelle éventuellement, et qui peut, dans certains cas de très forte suspicion, aller jusqu'à la biopsie testiculaire.